Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face Cachée. Des personnalités qui font l'actualité nous intéressent dans cette émission et vous intéressent aussi. C'est pourquoi nous allons recevoir pour vous une personnalité dont vous avez entendu parler ces 3 dernières semaines d'une manière intense. Il s'agit de Jeune Domine Dongala. Bonjour. Bonjour. En forme? Assez bien. Vous vous portez bien quand même? Bon, je suis un peu convalescent, mais sinon, d'une manière générale, ça va. Ok. Vous avez compris pourquoi on disait qu'il a fait l'actualité, parce que vous venez de vivre un chapitre quand même noir, hein, peut-être pas plus noir, mais un des noirs chapitres de votre vie, avec la rocambolesque arrestation dont vous avez été victime. D'abord, pour vous présenter, on doit dire que vous êtes président de la démocratie chrétienne. Et puis, bon, vous avez eu à assumer beaucoup de fonctions ministérielles dans le pays. Vous êtes fils aussi d'un grand homme de notre pays, Gaston Diomi, un des pères de l'indépendance. Est-ce que le fait d'être fils de Gaston Diomi vous donne le titre de notable de la République démocratique du Congo? C'est pas nécessairement le fait que je sois fils de Gaston Diomi que je deviens pour autant notable. Mais je crois que par rapport à mon profil, par rapport à moi-même, ce que mon parcours permet aujourd'hui d'être appelé notable. Je suis une personnalité qui a beaucoup milité pour la démocratie dans ces pays et qui a assumé de hautes fonctions. Et à ce titre-là, je crois que dans ma province, je suis l'un des notables. Et surtout, je suis aussi chef traditionnel. Donc, je suis l'un des notables du Bas-Congo. Alors, un des notables, vous avez également osé, hein, on pourrait le dire ainsi, face à 31 challengers, vous étiez l'un des 32 candidats présidents de la République en 2006. Même si ça n'a pas marché, vous avez quand même osé. Non, mais je crois que le plus important, c'est de croire en ce qu'on fait. Moi, ce que je fais, j'y crois. Je crois à ce que j'ai été, je crois à ce que je suis et je crois que ma détermination peut me permettre de représenter un espoir. Raison pour laquelle la foi est l'arme la plus importante dans ma personne, dans ma vie, qui me dit qu'il faut que je persévère dans cet espoir-là d'arriver quelque part. Alors ceux qui nous suivent peuvent se demander, il est fort courageux ce monsieur, après tout ce que vient de lui arriver. En tout cas, le 1er janvier 2011, vous voyez votre avenir très reluisant peut-être, tout en ne sachant pas qu'il y avait un incident malheureux qui vous attendait, une arrestation dont on a entendu parler comme ça. Certains vous donnaient 5 mois, 5 ans d'emprisonnement ferme, et du coup on se disait il est écarté des élections, mais je ne sais pas si on peut appeler ça miracle que vous retrouvez finalement ici. Oui, je crois que ceux qui ont milité, ceux qui ont permis cette machination politique avaient comme objectif effectivement de m'écarter de la course électorale à venir. Mais cela ne m'a pas découragé dans la mesure où Dieu a permis que la vérité puisse triompher et que je sois aujourd'hui innocenté. Et par rapport à mon innocence, c'est l'espoir qui est permis de nouveau. Et je crois que le peuple congolais doit savoir une chose. C'est que ce que je venais de vivre me met dans une situation de comprendre certaines réalités que je pouvais ignorer jadis. Donc aujourd'hui, cette épreuve m'a permis de mieux appréhender la cabale qui a été montée contre moi, de mieux consolider ma détermination, de me permettre de faire un examen de conscience spirituelle et matérielle. Et je dois dire que cela m'a mûri. Cela m'a mûri et cela me permet aujourd'hui de dire pardon à tous ceux qui ont milité, à tous mes bourreaux, puisque c'était vraiment un calvaire que j'ai vécu. Je leur pardonne tout ce qu'ils avaient orchestré, tout ce qu'ils avaient organisé contre moi. Cela me permet de me placer au-dessus et de dire avec sérénité, je peux regarder l'avenir avec une autre vision. Alors, l'affaire pour laquelle on vous a arrêté a commencé à Mwanda. Comment vous vous êtes retrouvé finalement à Boma? Oui, parce qu'il y a eu, à mon avis, de fortes pressions
qui aurait été exercée sur le premier juge afin d'obtenir ma condamnation, parce que le fait pour lequel j'étais poursuivi n'était pas établi en droit. Et même dans la réalité, il ne s'est rien passé. Nous avons tout de suite interjeté appel, ce qui nous a conduit à Boma. Mon emprisonnement a été très dur, parce que nous avions été traités comme un vulgaire délinquant. Et nous avons subi vraiment la rigueur de la répression. Les 3 premiers jours, c'était atroce pour moi, puisque je suis resté 3 jours sans manger, sans me laver, sans me raser. J'étais dans une situation dramatique. Et c'est ça d'ailleurs qui a poussé la détérioration de ma santé par la suite. Mais je crois que cette expérience méritait d'être vécue. Elle a été vécue d'une manière profonde dans mon être. Elle m'a permis de mieux appréhender certaines situations dans la vie. Et elle m'a fait partager un espoir, mais cette fois-ci dans la méditation divine. Est-ce que finalement vous n'êtes pas blessé dans votre amour propre d'avoir été autant humilié, comme vous le dites si bien? Vous n'êtes pas diminué physiquement ou de vue de personnalité familiale? Non, cette humiliation m'a grandi. Ça m'a permis de me dire aujourd'hui, je suis capable de comprendre ceux qui me veulent du mal, je suis capable de les pardonner. Je suis capable de m'en passer, de vaincre mes peurs, de vaincre mes craintes, et de vaincre, disons, certaines réalités que j'aurais peut-être difficilement affrontées si je ne venais pas de vivre cette situation dramatique pour ma vie. Alors, vous dites que c'est un complot. On a tenté de vous, le on là qu'on ne connaît pas, le pouvoir en général, on a tenté de vous écarter de la course. Qu'est-ce que vous valez, vous, pour subir justement ce que vous venez de subir? Bon, moi je pense qu'il faut réfléchir d'une manière d'indépendance d'esprit. Pourquoi m'écarter? Pourquoi écarter ma candidature? Tout d'abord, je suis un homme politique expérimenté qui a une certaine opinion, qui a une certaine base sur l'ensemble du territoire national et particulièrement au Bas-Congo. Donc je ne suis pas quelqu'un qui ne gêne pas sur ce plan-là. Sur le plan politique, je gêne quand même quelque part. Et alors, m'écarter pourquoi? Mais regardez la méthodologie du pouvoir actuel. Le pouvoir actuel est en train de baliser le chemin pour que l'opposition ne puisse pas lui gêner, pour que l'opposition soit anéantie, afin que l'élection sans bilan véritable de l'actuel président de la République soit facilitée. Aujourd'hui, quel est le bilan de ce pouvoir? Le bilan est largement négatif. Et sans bilan, il est difficile de se faire réélire. Puisque aujourd'hui, le président actuel, le président Kabila est sortant. Il doit se mettre dans les céréales d'hommes politiques pour mener une compétition démocratique, libre, afin qu'il puisse être réélu. Et s'il y a une compétition, est-il à mesure de s'en sortir par rapport à cette compétition si les candidats de l'opposition sont des vertébrés, des gens capables de lui mener un combat sérieux sur le plan politique? Pourquoi pas? Je pense qu'aujourd'hui, notre personne dérange et je crois que l'objectif de ceux qui ont conçu cette machination, cette cabale, était d'anéantir ma candidature. Mais Dieu merci, grâce à la justice aussi, vous êtes retrouvé en liberté? Oui et non, oui et non. La justice... parce qu'en tant qu'opposant, et souvent on a rendu la justice telle qu'elle devait se passer. Vous êtes libre aujourd'hui? Oui, oui et non, je dis bien. La justice est souvent manipulée. Et la manipulation se fait voir au premier degré, où le juge a subi des pressions pour me faire condamner. Heureusement pour nous, l'opinion a joué un grand rôle dans ce dossier. L'opinion nationale
l'opinion de nos militantes et militants, l'opinion des personnalités politiques de l'opposition, l'opinion extérieure et l'opinion de la diplomatie extérieure a pesé de tout son poids pour que le pouvoir décadent lâche la main sur ces dossiers. Et c'est ça qui a permis à ce que le juge puisse agir maintenant d'une manière indépendante. Non, sans l'opinion, vous serez au Niouf encore. Ah oui, sans l'opinion, je vous garantis, je suis convaincu que ma condamnation aurait été orientée d'une certaine façon. Mais ce qui a plus pesé pour que, sans injonction, les juges ont fait leur travail. Mais malgré ça, il y a eu encore d'autres injonctions. Puisque j'aurais appris que le juge en question serait encore poursuivi par, je ne sais pas, une démarche disciplinaire, je ne suis pas au courant. Hein? Par exemple. Donc quelque part, il y a eu une volonté de nuire quand même à ma candidature, à ma carrière politique, à mes ambitions politiques. La cabale, elle a été bien conçue. Mais c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et puis pour moi, c'est une bonne chose dans la mesure où je me suis retrouvé dans la prison où Simon Kimbangu était placé. Donc j'ai eu, sur le plan spirituel, la possibilité de méditer, la possibilité d'appréhender profondément Dieu. Mais vous n'étiez pas dans sa cellule, dans la cellule de Simon Kimbangu? Non, je n'étais pas là, mais j'ai eu l'occasion d'y accéder, de prier dedans et d'être en méditation et de sentir la présence de Dieu. Vous étiez quand même un prisonnier privilégié, parce que vous avez quand même, on vous a ouvert la cellule de Simon Kimbangu, c'est pas peu de choses. Cette cellule est ouverte à tout le monde. Tout celui qui veut aller prier dedans, on lui permet. Donc je pense que ce n'était pas un privilège, mais c'était une opportunité. Une opportunité puisque je me trouvais dans cette prison-là. Et je crois que ce que j'ai vécu me permet aujourd'hui de mieux appréhender ma carrière politique, ma vision politique, de mieux orienter cela pour un avenir meilleur. Alors, vous dites que vous êtes convalescent. J'ai retenu, pendant que, quand je vous ai demandé comment vous vous portez, finalement, vous aviez subi des sévices en prison? Bon, disons que le traitement des premiers jours a pesé sur mon état de santé. Le traitement des premiers jours a été très dur. Je vous dis, je n'ai pas été alimenté normalement. Je ne me suis pas lavé pendant 3 jours. J'ai pué. Donc j'ai subi une souffrance physique. Et sans compter la souffrance morale. Mais cela m'a permis quand même de chercher les conforts, les réconforts spirituels dans moi. Et ça m'a permis d'être en contact avec mon Dieu. Vous étiez, comment vous jugez, vous évaluez les conditions carcérales? Vous étiez avec les autres prisonniers. Comment ça se passe dans nos prisons, par exemple là dans le Bas-Congo? Madame, je ne voudrais pas aborder cet angle-là, c'est extrêmement dur. J'ai vécu la misère en face, la souffrance en face. Il y a des détenus qui sont vraiment dans un état d'abandon total, surtout à l'intérieur où nous étions. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur et c'est triste pour notre pays. Cet abandon de gens dans cet état-là, il y en a qui... j'ai assisté, pendant que nous étions là, il y a un détenu qui avait été libéré 3 jours auparavant, et puis le 4e jour, il est mort. Donc, vous voyez, il y a certaines personnes qui ne sont que personnes parce qu'ils vivent encore, mais leur physique, c'est comme des squelettes. Et c'est triste. J'ai vécu ces réalités-là. Et surtout, parfois, il y a des gens qui sont arrêtés pour de banales histoires. Parfois, ce sont des règlements de comptes. Bon, je ne voudrais pas entrer dans le rôle de la justice ou dans le jugement de ces gens-là, mais je dis les conditions d'incarcération dans notre pays sont dures. Et inhumaines alors? Oui, c'est très inhumaine. Et vous parlez des cas banals d'emprisonnement. On a suivi, à la fin de l'année, il y a eu une grâce quand même présidentielle pour libérer justement toutes les personnes dont les cas étaient bénins, si on peut le dire, en prison. Bon, je ne sais pas, je ne saurais pas juger, mais très souvent, vous savez, c'est la propagande, c'est pour faire voir, mais souvent les dossiers, est-ce que c'est vraiment réellement examiné?
Bon, j'ai assisté par exemple aux commentaires d'eux-mêmes les prisonniers, parce que j'étais en contact avec eux, et qui disaient ah non, nous on nous a même empêché à ce qu'on on expose nos cas parce que les magistrats qui est là, donc il y a eu ce qu'on appelle le maquillage. On présente les choses pour faire la propagande politique. Un ministre qui arrive accompagné d'un parti politique, tambour battant, c'est pour la propagande politique. Tout cela, ce n'était pas pour des objectifs concrets, humanitaires, mais c'est plutôt pour des raisons politiques. Donc c'est un peu le maquillage. Il y a trop de maquillage politique dans ça. Il y a quelques jours, vous étiez avec eux, vous n'êtes plus avec eux. Quel message vous ont-ils passé pour adresser à l'opinion nationale ou à l'opinion internationale qui vous suit, vous qui avez subi ce que eux continuent à subir encore? En tout cas, nous avons assisté à un message d'espoir pour eux, c'est-à-dire, vous savez, au Bas-Congo on parle Kikongo, il y a des gens qui disaient président, donc président, ne nous oubliez pas, vous voyez vous-même la souffrance que nous vivons, il faut nous aider, il faut intercéder pour nous aider d'une manière ou d'une autre, et je ne les oublie pas. Et c'est pourquoi cela m'a fortement interpellé intérieurement, et je crois que mon combat, je le mets au sacrifice de mes intérêts personnels, au sacrifice de ma vie, pour l'intérêt supérieur de la population congolaise et du peuple congolais. Demain, vous irez peut-être les rendre visite? Pourquoi pas, si l'avenir nous le permet. Mais ce que je dois dire par rapport aussi à la gestion du pays, nous sentons qu'il y a trop de ratés dans notre pays. Il y a trop de ratés. Aujourd'hui, si tout cela arrive, c'est parce que les pouvoirs en place a peur du fait qu'il n'a pas un bilan à présenter aux Congolais. Le bilan étant négatif, il va s'illustrer dans la répression des opposants politiques, des journalistes, le micelage de la presse nationale, l'interdiction des mouvements aux opposants. C'est une arme pour obtenir une réélection facile de M. Kabila dans les conditions où il ne les méritait pas, puisque aujourd'hui, vous-même, observez la réalité des Congolais sur le plan social. Les statistiques démontrent que 45 millions de Congolais sur les 60 millions vivent en dessous des seuils de la pauvreté. Cela fait que, sur le plan d'obtention du bien-être du peuple congolais, ce pouvoir a raté son action. Il a raté son mandat. Et ça nous permet de croire que les raisons cachées des modifications constitutionnelles, des améliorations de la détérioration de l'amélioration de la loi électorale au profit d'un pouvoir décadent sont faits pour des raisons de permettre une élection facilitée, parce que le bilan est négatif. Parce que si le pouvoir actuel, M. Kabila, ne craignait pas des élections transparentes, ils n'allaient pas entreprendre des manœuvres dilatoires, des manœuvres pour essayer de masquer la vérité, pour essayer d'entacher ces élections d'une tricherie prononcée. La révision constitutionnelle a été justifiée par l'absence de moyens pour le pays d'organiser un second tour qui coûterait énormément cher à l'État, et on a opté pour un tour unique de la présidentielle. Vous savez, par rapport aux moyens que nous disposons dans notre pays, les élections ne représenteraient peut-être pas 10% ou 15%. Donc, et cela est nécessaire pour asseoir, cimenter les vivres congolais, les vivres communs des Congolais par rapport à une élection qui va gérer le pays pendant 5 ans. Cela vaut la peine. Et je crois que ces élections-là n'ont pas de prix par rapport à l'intérêt supérieur de notre pays, par rapport à la gouvernance de notre pays, qui doit se faire dans les règles de transparence, de bonne gestion, de bonne gouvernance. Là, il faut trouver les moyens. Vous savez par exemple comment orienter le gouvernement à trouver ces moyens? Vous savez, quand le peu de moyens que nous disposons sont dilapidés, gérés d'une manière cavalière, nous venons de vivre un exemple flagrant de détournement de fonds publics. La transaction Zen-RTL. Cette transaction aurait généré, soi-disant,
26 millions de dollars de la taxe de Gérard. Curieusement, au moment de paiement de cette taxe, les gens de RTL reçoivent un numéro de compte offshore. Donc les 26 millions devraient être versés dans un compte offshore. Malheureusement, ça n'appartient pas à l'État congolais. Bien sûr. Malheureusement pour eux, le dossier est pendant devant les tribunaux américains, puisqu'il y a une ONG sur la transparence qui a saisi les autorités américaines. Et je crois que c'est triste cette situation. Combien d'écoles ne pourrions-nous pas construire avec 26 millions de dollars? Combien d'universités ne pourrions-nous pas construire? Les salaires de nos fonctionnaires sont mal payés. Et vous dites qu'il n'y a pas d'argent pour les élections libres, démocratiques et transparentes, afin de masquer la vérité pour des intérêts égoïstes d'un clan au pouvoir, avec un pouvoir décadent, avec un pouvoir sans bilan, capable de mettre les Congolais d'accord pour lui renouveler la confiance. Et on veut obtenir cette confiance-là d'une manière dérisoire, d'une manière trichée. Cela est grave. Et je crois que cela est inacceptable pour notre pays. Je crois que l'intérêt supérieur de notre pays nous interpelle. Aujourd'hui, tout Congolais devrait se poser la question, qu'est-ce que nous devons faire pour ce pays? Et ce pays a les potentialités les plus importantes en Afrique. Nous avons la possibilité d'asseoir un espoir pour le développement du vivre commun de notre population, des intérêts supérieurs, des intérêts, des droits garantis pour nos citoyens. On a cette possibilité-là. Mais quand on gère... Il ne nous manque pas des hommes. Il nous manque de vision politique. Il faut des leaders qui se sacrifient pour l'intérêt supérieur. Et aujourd'hui, par rapport à mon expérience que je venais de vivre, je crois que cette réalité me permet de me dire je suis capable de m'assumer afin d'oublier mes propres intérêts, de me sacrifier pour être un leader, représenter une vision pour l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens qui sont délaissés pour compte. Pour un convalescent, Joe Mindonga la parle avec ferveur, avec hargne, c'est-à-dire qu'on devient encore beaucoup plus opposant qu'avant. Non, ce qui est en moi est plus fort que moi-même. Ce que je peux exprimer pour l'intérêt de mon pays est plus fort que moi-même. Je ne suis pas aujourd'hui plus opposant qu'hier. J'ai une vision. Ma vision a été consolidée par ce que je venais de vivre. Mais je pense que le plus important pour ce peuple, c'est qu'il soit pris en compte dans la gouvernance de ce pays. Aujourd'hui, la corruption a atteint des limites inacceptables. La mégestion est flagrante. Le pays est en train d'aller dans ce qu'on appelle la détérioration totale de notre pays. Vos adversaires politiques vous reprocheraient peut-être de leur envoyer toute la balle de la mégestion, parce que vous aussi vous avez été gestionnaire de ce pays à un moment donné. Le dernier poste que vous avez occupé, c'était au ministère des Mines. Bien sûr. Est-ce qu'auparavant, il n'y avait pas autant de corruption que maintenant? Non, moi je pense que nous étions tout d'abord dans un gouvernement d'union nationale où malheureusement le règlement des comptes était à l'ordre du jour. Mais j'ai fait très bien mon travail. Les résultats que j'ai pu obtenir en tant que ministre des Mines sont restés des résultats historiques. Et vous aurez remarqué, par rapport à notre vision de créer la rigueur, la stabilité monétaire, nous l'avons obtenue grâce à l'augmentation des ressources en devises du secteur minier. Et cette expérience-là, aujourd'hui, les Congolais peuvent l'appréhender sans discussion, puisque nous ne sommes pas aux affaires. Et main blanche, puisqu'on vous appelle d'ailleurs, on vous appelait, j'espère, je sais pas si le slogan est derrière, on vous appelait main blanche parce qu'on distribue. Vous savez que pour la petite histoire, donc elle distribue un peu trop d'argent. Non, c'est pas dans le sens de distribuer de l'argent. Vous savez que pour la petite histoire, la vérité elle est têtue. Et les gens qui me connaissent, les gens qui ont travaillé avec moi, c'est des gens qui m'ont donné cette appellation-là. C'est pas moi-même, je me suis dit, du matin au soir, je m'appelle Maboko Pembe. Non. Ce sont des gens qui me connaissent. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire main propre. Ça voudrait dire quelqu'un qui a une certaine conscience, une certaine vision dans la gestion. Et cette vision-là, nous l'avons démontrée. Nous ne sommes pas dans ce jeu de règlement des comptes. Hier, on règle mon compte puisque j'étais mental. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'équipe compte.
Donc, les règlements des comptes en politique courante, j'étais du PPRD, tout ce qui m'était arrivé, que ce soit au gouvernement, que ce soit maintenant où je ne suis pas au gouvernement, ne serait jamais arrivé. Donc, le plus important, il faut que notre peuple nous connaisse réellement. Qu'il sache quelle est la vérité dans tout ce que nous faisons. Qu'il sache qui peut apporter quoi à ces pays. Si je dis que vous êtes devenu plus opposant qu'avant, en entendant parler, est-ce que les années qui ont précédé ce moment-là, on ne vous a pas senti d'être trop attaqué le pouvoir comme vous savez, dans la Bible, il est dit chaque chose a son temps. Et je crois que nous avons laissé le temps à ces pouvoirs de faire son travail, malheureusement. Malheureusement, ces pouvoirs n'ont aucun bilan à nous présenter. La goutte d'eau, c'était votre arrestation aussi? Bon, ce n'est pas une goutte d'eau. C'était déjà la vision de mon parti qui devrait préparer son congrès au mois de février. On venait de me faire rater le congrès. On va le repousser compte tenu de ce qui est arrivé. Donc, la goutte d'eau, c'est que la misère de notre peuple s'est accentuée. Vous voyez, on approche les élections. Serez-vous candidat? Si oui, pour proposer quelle formule au peuple congolais? D'abord, on ne se prononce pas candidat comme ça. C'est ça, beaucoup de gens passent à la télévision, je suis candidat, c'est l'anarchie par rapport même à la déontologie politique. Ok, je peux avoir l'idée d'être candidat, je crois que j'ai cette ferme conviction dans moi, mais je demandais à mon parti politique d'examiner les possibilités qui vont nous permettre éventuellement d'être candidats. Ça sera donc mon dictat? Non, c'est pas un dictat. Mon parti est libre. Il sera convoqué au congrès très